Voilà, l'enregistrement est en cours. Voilà, comme ça, tu auras juste à couper le début. Donc, voilà. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, je vous rappelle que, bien évidemment, vous ne voyez pas le chat avec les questions de tout le monde. Pour raison de protection des données, on ne peut pas montrer vos noms et prénoms, hein, c'est interdit par la loi. Donc, du coup, je me ferai l'intermédiaire entre vos questions, n'hésitez pas à les poser, et donc les différents intervenants qui sont Simon, Fabrice et Romain. Voilà. Alors, il est 11h03, je pense qu'on commencera vers 11h05. Pas de 3 minutes. C'est vrai que les options, c'est un thème toujours un petit peu spécial. Bon, je regarde si c'est bien enregistré. Ouais, ok. Ok, Bon, on va pas tarder, je pense. Il est 11h04, bientôt 11h05. De toute façon, il y a des personnes qui vont sûrement arriver en cours de route. Voilà. Donc, écoutez déjà, toutes les personnes qui sont là, merci déjà d'avoir pris du temps pour écouter ce webinaire. Bienvenue. Pour ce webinaire qui a pour thème financer la transition énergétique via les options sur l'indice ESG 80. Moi, je suis Christian Sanson, responsable des formations chez Bourse Direct. Je serai simplement l'intermédiaire aujourd'hui entre vous, vos questions que vous allez poser via le chat et nos intervenants qui sont, donc en partant de la gauche vers la droite, Romain Daubry, chargé des marchés dérivés et membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct, bonjour à Simon tous. Minatea, voilà, qui est directeur des produits indiciels chez Moody's, Bonjour. et Fabrice Ramouni, qui est responsable des indices chez Euronext. Écoutez, je vais déjà directement laisser la parole à Romain, grand spécialiste des options chez Bourse Direct. Va vous expliquer un petit peu le principe de fonctionnement, le principe de base, afin de comprendre un tout petit peu après comment fonctionnent ces produits. Bonjour Romain, je te laisse la main. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venu assister à ce webinaire pour donc comprendre mieux le fonctionnement et ce principe des options ESG pour résumer. Comme Christian vous l'a expliqué, on va décomposer ça en trois ou quatre temps. Tout d'abord, je pensais qu'il était intéressant de vous rappeler le fonctionnement et une petite initiation aux options. Ça va être succinct et rapide, mais avant de décomposer le fonctionnement des indices, la méthodologie de fonctionnement et puis le détail de ce que sont E, S et G, et bien de vous expliquer un peu le fonctionnement des options dans un premier temps. Alors, donc on va accentuer la partie et l'étude donc sur cet indice que vous voyez à l'écran qui est l'indice Euronext Eurozone ESG Large 80 dont vous avez le graphique sous les yeux. Et on regardera un petit peu en détail comment sur le site de Bourse Direct vous pourrez retrouver les éléments qui permettent de traiter cet indice directement et via les options. On commence donc dans un premier temps par un petit quart d'heure d'initiation aux options. Le principe, c'est qu'on va essayer de répondre à beaucoup de vos questions pendant la conférence. Donc, l'idéal, c'est, si vous en avez, tapez vos questions au fil de l'eau, mais gardez-les peut-être pour la fin, où on aura un petit temps de questions-réponses. On a environ 1 heure à passer ensemble, jusqu'à midi, donc un petit peu moins maintenant, mais on pourra détailler tout ça. Alors, on en vient au fait. Donc, je dois vous informer et
vous donner ce petit disclaimer sur les risques que vous pouvez lire à l'écran que comporte l'investissement sur les options avec évidemment des rappels de prudence qui s'imposent. Les options sont des marchés extraordinaires, ils sont extrêmement intéressants. Il faut savoir que beaucoup de professionnels les utilisent. Il faut savoir que les options et le futur, F-U-T-U-R-E, sont la base de la construction de tous les autres produits que vous rencontrez qui vous permettent d'investir sur un indice ou sur des produits à effet de levier, Varant Turbo, certificat à levier, CFD. Tous sont construits sur la base de futurs et d'options. Donc, ce sont les produits de base, ce sont les produits qu'utilisent les professionnels sur les marchés. Donc, comme ce sont des produits pour professionnels, ils ont aussi quelques contraintes techniques qu'on va essayer d'aborder ensemble là et qui les rendent dangereux si on les utilise mal, comme tous les produits à effet de levier. En revanche, qui sont extraordinaires et sur lesquels on peut faire énormément de choses si on les utilise bien. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des avertissements. Vous savez qu'on peut perdre plus que le capital investi en cas de mauvais placement sur des options, notamment sur des positions vendeuses. Alors, ce qu'on sait des premières options, c'est qu'elles datent d'Aristote. En fait, des options, et vous allez le voir, on va prendre un exemple concret dans quelques instants, ça date d'il y a très longtemps. Et sans le savoir, ce produit qui est mal connu en France, eh bien, est utilisé depuis des centaines d'années euh, partout. Et en fait, vous en utilisez dans votre vie courante sans le savoir non plus, sans l'avoir assimilé. Et il faut savoir que dans des pays comme les Pays-Bas, Fabrice et Thomas le confirmeront, il y a l'utilisation des marchés dérivés bien plus importante, hein, des options. Ça va jusqu'à plus de 35% des investisseurs. Aux États-Unis, de la même façon. C'est une question de culture, en fait. Donc, c'est pour dire que c'est accessible. C'est juste une question de culture de marché boursier et de se former. Il ne faut pas hésiter à le faire. Et on en apprend beaucoup de choses. Alors, les premières options telles qu'on les connaît aujourd'hui, ce qu'on appelle listées, c'est-à-dire organisées par un centralisateur comme Euronext dans l'occurrence, eh bien, elle date de 1973 aux États-Unis. C'est arrivé un peu plus tard à Paris, comme vous le voyez, en 1987. On peut faire énormément de choses avec les options. On peut couvrir donc des positions. On va voir en détail ce qu'on peut en faire et ça peut permettre d'intervenir sur du change, sur différents secteurs, sur différents actifs, que ce soit les taux d'intérêt, sur les marchés boursiers en général, sur les matières premières. Les agriculteurs connaissent très bien les options, ils les utilisent. Aujourd'hui, nous, on va se focaliser donc sur les options, sur cet indice ESG 80. Alors, ça permet d'utiliser un effet de levier qui est intéressant. Donc, à la base, ça permettait de se couvrir, mais l'effet de levier l'a rendu plus populaire avec la possibilité sur les options de faire des stratégies infinies qu'on va y travailler. Donc, avec du levier, qu'on va y dynamiser un portefeuille, qu'on va y couvrir des positions, on peut faire énormément de choses et travailler avec plusieurs paramètres. On va les regarder ensemble. Alors, la base des options, et l'origine et l'utilité et la création de ces produits, c'était pour couvrir des positions. Ça permettait d'anticiper aussi, et ça permet d'anticiper une hausse, une baisse, et aussi, et c'est ça qui est extraordinaire avec les options, une stagnation des marchés boursiers. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent avec le fait que le temps passe et que l'option eh bien, diminue, perd de la valeur avec le temps, et donc ce qui permet de gagner de l'argent dans un marché qui stagne. Alors, on ne va pas détailler le mécanisme des options aujourd'hui. À ce propos, on propose sur la page d'accueil du site Bourse Direct YouTube des formations, des tutoriels, et il y a un tutoriel de 1 heure qui rappelle le détail du fonctionnement des options. Ça permet aussi d'utiliser du levier. Ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment. C'est qu'avec une petite somme, on peut avoir une exposition plus importante et même très importante parfois. Alors, ça a un avantage, ça a évidemment comme corollaire un risque, bien entendu, qui est d'avoir une plus grosse exposition. On peut aussi optimiser des stratégies. Encore une fois, on ne viendra pas en détail sur l'optimisation, mais sachez-le, gardez-le dans un coin de l'esprit. On peut grâce aux options, optimiser des prix de revient, affiner et dans des cas de figure où on est moins bien exposé, améliorer son prix de revient sur certaines options. Et puis surtout, on peut créer des combinaisons d'options qui permettent de créer des stratégies à l'infini. Donc on peut travailler dans des marchés qui montent, qui baissent, qui montent fort, qui ne bougent pas, qui baissent fort et affiner en fonction de son scénario. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les options en évitant de mettre des stops qui créent souvent des morts subites. Vous savez que on met un stop à un niveau et puis si le stop est touché, si le stop est déclenché, si on franchit le niveau, eh bien l'action, le titre qu'on a en portefeuille est sorti du portefeuille et avec les options, on peut faire des choses beaucoup plus fines que ça. On peut se protéger dans des zones, sur des niveaux, sans avoir à déboucler sa position nécessairement.
Voilà pour ce qu'on peut faire et envisager avec les options. Je vous propose, comme je vous l'avais promis, de passer tout de suite à un exemple concret sur les options, qui est le suivant, de la vie courante. Imaginez qu'on est en décembre et que vous vouliez réserver une maison quelque part en France, je ne sais pas, sur la Côte d'Azur. Et puis, elle vaut 1000 euros aujourd'hui, au mois de décembre. Et vous vous dites que vous voulez la réserver pour eh bien, quelques mois plus tard, mettons au mois de juin. Entre décembre et juin, il peut se passer pas mal de choses. La météo peut évoluer, votre voisinage aussi. Et donc, vous voulez réserver le prix de cette maison au prix de 1000 euros. Vous versez pour ça au vendeur de l'option une prime, mettons ce qu'on appelle la prime, le prix de l'option, qui est, mettons, de 10 euros, pour vous assurer qu'au mois de juin, la maison vaudra bien 1000 euros et pas plus que vous pourrez vous en prendre possession au prix de 1000 euros. Donc, le contrat est conclu et vous êtes certain, en moyennant le versement de cette prime, que quelle que soit l'évolution du prix des maisons sur la Côte d'Azur, eh bien, au mois de juin, elle vaudra 1000 euros. Alors, on a trois cas de figure. On arrive au mois de juin et les maisons valent toujours 1000 euros. Le prix n'a pas changé. Votre location, votre achat, c'est peu importe, hein, location, achat, mais c'est pour comprendre la mécanique, elle vaut toujours 1000 euros et vous avez versé 10 euros de prime, donc elle vous a coûté 1000 plus 10 euros. Donc l'opération n'est pas très intéressante, mais vous êtes assuré du prix. Vous perdez le montant de la prime, mais au moins vous vous assurez que vous n'avez pas payé plus cher. L'évolution autre possible, c'est que eh bien, le prix des maisons s'effondre parce qu'on apprend qu'il va y avoir un climat horrible et que la saison va être mauvaise et qu'il y a je sais pas, des tempêtes pardon, je trouve pas le mot, mais beaucoup de pluie. Et donc, le prix des maisons s'effondre, plus personne ne veut venir dans la région. Eh bien, vous pouvez décider d'abandonner la location de votre maison. Vous avez acheté l'option, vous avez versé ces 10 euros. Vous ne faites pas l'opération, vous ne perdez que votre prime de 10 euros et vous êtes libre d'abandonner votre option. Deuxième cas de figure dans ce cas-là, c'est que vous pouvez décider de venir quand même dans la région vous faites l'opération moins chère. Vous prenez la location d'une maison à 700 euros, plus la prime de 10 que vous avez perdue, ça vous coûte 710 euros. Donc, dans ce cas de figure-là, vous n'êtes pas obligé d'exercer l'opération, ou vous pouvez le faire quand même, mais dans ces cas-là, vous n'allez pas prendre possession de la maison à 1000, mais intervenir de façon moindre. Vous faites évidemment le parallèle avec des actions ou un indice, en l'occurrence, qui pourrait évoluer de façon différente. Et puis le troisième cas de figure, c'est que, eh bien, on apprend que sur la Côte d'Azur, eh bien, il y a plein de people qui vont venir pendant l'été et que vous avez loué dans un endroit une région qui est hyper cotée et le prix des maisons flambe et passe à 1500 euros. Dans ce cas-là, vous pouvez décider de dire, ah, moi je suis ravi d'avoir des paparazzis et des voisins célèbres autour de moi, et donc d'exercer votre option. Vous demandez donc de prendre possession de votre maison au mois de juin et vous versez les 1000 de prix d'exercice de votre maison, plus les 10 que vous avez versés au départ de réservation. Donc pour 1010 euros, vous prenez possession d'une maison qui vaut 1500 euros. Donc vous avez évidemment toujours le même parallèle avec la possibilité d'exercer une option sur un indice et de prendre possession en cash, hein, donc en l'occurrence d'encaisser le gain dans le, dans le cas d'un indice. Alors, il faut noter ici que c'est des proportions que je vous indique. Hein. On n'a pas le temps de détailler l'évolution du prix des options, mais gardez en tête que pour une somme moindre, environ 10 pour 1000, mais on peut choisir avec les options son niveau d'exposition et son niveau de risque, et bien avec une petite somme, on va pouvoir prendre possession, s'engager sur quelque chose de 10, 50, 100 fois supérieur selon le prix d'exercice qu'on va choisir. Donc, ça, c'est le cas de figure où j'exerce mon option, je veux y aller. Mais vous pouvez aussi dire non, moi, j'ai pas envie de passer des vacances dans un endroit où il y a trop de monde, il y a trop de people autour de moi, j'ai pas envie d'être embêté. Donc, je revends mon option. Moi, j'exerce mon option, donc je paye mes 1000 de prix de valeur de réservation de mon contrat d'origine, mes 10 euros que j'ai versés, et puis je la revends, mon option, ma maison, à 1500. Donc, j'encaisse, en ayant bloqué 10, j'encaisse 490. Donc, vous voyez que ça, c'est le cas de figure très favorable. Le prix des maisons a augmenté fortement. En l'occurrence, vous avez bien compris, le prix de mon indice a augmenté fortement. Bien, dans ce cas de figure-là, mon option a pris énormément de valeur et avec 10, eh bien, j'ai gagné 490. Il y a un effet de levier très important qui me permet de gagner
beaucoup d'argent. Donc, ça peut être une opération spéculative pure ou le fait simplement de réserver à l'avance un indice et de pouvoir bien en prendre possession moyenne et d'encaisser un gain. Voilà, ça c'est un exemple assez basique mais simplifié qui vous permet de vous faire une idée de ce qu'est le prix, enfin l'achat d'options. L'achat d'options d'achat, c'est le premier scénario sur les options, c'est ce qu'on appelle l'achat de call. Donc, en versant 10 euros de prime, vous réservez le droit d'acheter la maison, de louer la maison à 1000 au mois de juin suivant. En face de vous, le vendeur d'options, le vendeur de call, lui, eh bien, a vendu l'option, il a encaissé ses 10 et selon les cas de figure que vous avez à l'écran, il va eh bien, avoir réalisé une bonne opération. Imaginez que dans le premier cas de figure, eh bien, il est loué la maison à 1000. Par la suite, il aura encaissé 10, il aura donc gagné de l'argent sur une maison qui n'aura pas bougé de valeur. De la même façon, on pourrait l'imaginer sur l'indice. Dans le cas de figure où ça baisse beaucoup, bah, il a un manque à gagner, mais il a toujours sa maison en possession. Et puis dans le dernier cas de figure, là, c'est là, c'est le cas de figure du manque à gagner, d'ailleurs, pardon. Il a encaissé les 10, la maison vaut beaucoup plus, mais il a quand même encaissé et il peut livrer la maison. Donc, il n'est pas en risque s'il est possesseur de la maison au départ. Alors, pour résumer les 4 types de positions qui existent sur les options, on distingue les calls, les options d'achat qu'on vient de détailler ensemble, et en contrepartie, il y a les puts qui fonctionnent dans le mécanisme inverse. Alors, les options d'achat, c'est ce qu'on appelle les calls, c'est la possibilité d'acheter le sous-jacent à un prix déterminé à l'avance. Ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est l'indice, en l'occurrence ESG par exemple, ça peut être la maison, ça peut être une action, ça peut être ce qu'on veut. Donc, en l'occurrence, notre indice ESG 80. L'acheteur de call, il anticipe que le marché va monter et va monter fortement dans les jours ou semaines qui viennent et il veut s'assurer du prix de revient. Ça permet bien d'utiliser un effet de levier, ça permet aussi de ne pas monopoliser les capitaux tout de suite et de se dire bah, pour l'instant, je n'ai pas encore l'argent ou j'ai envie de faire autre chose avec mes capitaux dans l'immédiat. Avec une petite somme, je vais pouvoir bloquer une beaucoup plus grosse somme par la suite. Le vendeur du call en face, celui donc qui a encaissé ses 10 dans notre exemple, lui, il pense que le prix va stagner et donc il joue sur le fait qu'il n'y ait pas de tendance sur le marché. Ça existe et c'est très intéressant. Il faut savoir que sur les marchés boursiers, il n'y a souvent pas de tendance entre 30 à 60% du temps. Donc, c'est un cas de figure qui est très courant selon l'horizon de temps auquel on regarde les marchés boursiers et donc c'est à utiliser fréquemment. Et puis, il est aussi capable de bénéficier d'une légère baisse du sous-jacent. C'est aussi le cas de figure qui peut l'intéresser. Donc, vous voyez, il y a un peu une subtilité au-delà du marché traditionnel où on considère que les marchés montent ou baissent. Eh bien, il y a cette subtilité de stagner, voire baisser légèrement. Alors, pour le vendeur de put, pour le put, pardon, qui est l'option de vente, c'est le mécanisme exactement inverse. Là, on veut vendre le sous-jacent à un prix déterminé à l'avance. Donc, pour l'acheteur du put, c'est très simple. Je pense que Romain a un petit souci. Allô, allô, est-ce que tout le monde m'entend? Parfaitement. Effectivement, Voilà, je donc pense je que pense que Romain a un Romain petit a eu un souci. problème, Romain a dû avoir un problème Internet. Donc on était sur les poutres, donc je vais déjà voilà, donc quand on achète un put, en fait, c'est qu'on pense que le sous-jacent va accélérer, va baisser. Et donc les puts, ça peut servir soit en directionnel pour tout simplement, ben, on va dire, faut dire le mot spéculer à la baisse, mais c'est vrai que Romain en a parlé au début, ça sert également à protéger des positions. On n'a pas envie de vendre ses titres, on n'a pas envie de vendre son portefeuille. Souvent, les puts sont utilisés pour justement protéger des portefeuilles en cas de baisse de marché. Donc celui qui achète, la personne qui achète un put, tout comme le call tout à l'heure, va payer une prime. Ces primes, en fait, il faut comparer ça comme des arts. Vous voyez, quand on verse, pour reprendre l'exemple de Romain, quelqu'un va verser des arts. Ces arts, elles sont perdues, on le sait. Mais par contre, on peut soit donc aller réserver, donc aller en vacances, comme a dit Romain, on peut très bien les revendre. Sinon, de toute façon, elles sont perdues. Bon, mais quand on achète un put, c'est pareil. On va payer une prime. L'acheteur du put parie sur une baisse, soit pour protéger son portefeuille, soit pour, ben, excusez-moi encore l'expression, spéculer à la baisse. L'acheteur du put va payer une prime. Cette prime, elle va fluctuer tout au long de la journée, tout au long jusqu'à une échéance. C'est pour répondre d'ailleurs à la question de Ulrich qui disait est-ce qu'il y a un délai de temps ou est-ce illimité? Oui, toutes les options ont une échéance. Alors, on ne va pas vous faire aujourd'hui un cours sur les options, d'accord. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tout un tas
de documentation sur notre site, hein, dans l'onglet pédagogie. Mais si vous voulez, oui, il y a une échéance. Donc l'acheteur du put, lui, tout simplement, il parie à la baisse ou il veut se couvrir, il va payer une prime. Et bien évidemment, cette prime varie en fonction de plusieurs caractéristiques. Le vendeur du put, lui, au contraire, comme le vendeur du call, va encaisser cette prime. Voilà, donc le vendeur du put, entre guillemets, on va dire, joue la stagnation, voire une légère hausse du marché. Voilà, donc les quatre stratégies de base, c'est achat de call, c'est forte accélération du marché à la hausse. Vente de call, c'est plutôt stagnation, voire légère baisse. Achat de put, c'est accélération du marché à la baisse. Et vente de put, c'est plutôt stagnation, voire légère hausse du marché. L'acheteur paye une prime, le vendeur encaisse la prime. Je vois que Romain est revenu. Euh, Par contre, je ne t'entends pas. Alors attends. Romain, Là, tu dois m'entendre. oui, là on t'entend de OK. nouveau. Voilà, Pardon. voilà, c'est Pardon pas pour le grave. petit De toute micmac. façon, Merci, Christian. j'ai continué un tout petit peu au niveau des quatre stratégies. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou on passe directement la main à Simon pour qu'il nous explique un petit peu ces fameux critères ESG? Alors, j'avance juste un peu sur la structure du marché et puis je D'accord, passe la main à Simon ensuite, si ça vous va. Comme parfait. ça, que les auditeurs comprennent bien le fonctionnement du marché. Il faut savoir que pour les options, le critère intéressant, c'est qu'il y a des intermédiaires qui accèdent à un marché via Euronext, qui listent les produits. Et face à eux, chaque intermédiaire et chaque intervenant du marché transmet et enregistre les transactions sont transmises et enregistrées auprès d'une chambre de compensation qui est indépendante et qui permet d'enregistrer les transactions. Donc ça fait qu'il y a un contrôle et un suivi entre les intermédiaires qui interviennent sur le marché, différents courtiers, les acheteurs ou les vendeurs, des animateurs de marché, donc qu'on appelle un market makers, qui sont là pour créer des prix et afficher des prix, et Euronext qui liste et qui crée les produits. Donc ça crée une organisation qui est liquide et dans laquelle il y a des prix, il y a différents intervenants, et ça assure de la liquidité des produits et puis du bon enregistrement et de la bonne la sûreté, la fiabilité pardon, des différentes opérations et des différentes transactions entre tous les intermédiaires. Voilà. Alors, juste un rappel aussi sur les horaires de fonctionnement. Les options sont ouvertes tous les jours comme les marchés actions, de 9h01 à 17h30 tous les jours de bourse. Et l'échéance de ces options a lieu le troisième vendredi de chaque mois à 17h35 pour les options sur action, 16h pour l'indice CAC 40. Et effectivement, Simon va nous indiquer, là je vais lui rendre la main, va nous indiquer quels sont les horaires exacts peut-être pour les options ESG. Alors, je donne la main à Simon. Voilà. Bonjour à tous. Je vais Bonjour, Simon. partager l'écran. Oui, c'est parfait. Parfait. Donc bonjour à tous. Oui, donc moi je vais vous parler donc de la composante ESG. Donc l'ESG, de quoi on parle? On parle des trois dimensions, donc le E, le S et le G, qui sont l'analyse de l'intégration du développement durable dans la stratégie d'une entreprise. Cette recherche, cette analyse ESG, c'est ce qui va servir de base à l'investissement responsable, qui lui a pour objectif de rediriger les capitaux vers des placements plus durables, plus éthiques. Donc en fait, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est comment on a construit cette analyse ESG et qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh bien le E, le S et le G. Oui. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle le framework ou la grille d'analyse. Donc c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais traduire un peu ce qu'il y a dessous. En préambule, je peux peut-être expliquer d'où provient cette recherche et comment elle est produite. Aujourd'hui, il y a plusieurs providers de données ESG. Donc moi, je travaille pour l'une de ces entreprises, donc qui est Moody's ESG Solutions. Et on a donc aujourd'hui des analystes spécialisés en ESG. Comme on a des analystes de crédit, Moody's ESG a environ 300 analystes spécialisés dans l'ESG qui produisent la recherche. Voilà. Et donc, comment ça se déroule? Ils utilisent d'abord cette grille d'analyse. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette grille d'analyse? Donc, les trois piliers.
Sous le pilier environnemental, qu'est-ce qu'on va voir comme sujet? Qu'est-ce qu'on va un peu regarder? On va regarder des sujets comme la protection de la biodiversité, la consommation d'énergie. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? Le sujet des transports, par exemple. Mais également ce qui sera orienté sur les produits. Est-ce que le produit en sortie est plutôt un produit vert, par exemple, de l'entreprise? Ce type de sujet, on va le retrouver sous le pilier environnement. Sous le pilier social, on va trouver des sujets évidemment comme les sujets de discrimination et de diversité, comment l'entreprise gère ces sujets-là, des sujets de management des carrières, de formation, mais aussi, encore une fois, l'aspect toujours important tourné vers les parties prenantes externes à l'entreprise, c'est-à-dire là, par exemple, les clients utilisateurs des services et produits de l'entreprise, pour vérifier, par exemple, clarité de l'information sur les produits, transparence quant au risque peut-être à l'utilisation d'un produit particulier. Ce type de sujet, donc, on va le retrouver sous le pilier social. Sous le pilier gouvernance, on va avoir des sujets qui touchent donc à la gouvernance de l'entreprise. Par exemple, le conseil d'administration. Et là, on va se poser des questions. OK, le conseil d'administration est-il composé d'administrateurs indépendants? Est-ce que dans ce conseil d'administration, on débat des sujets ESG? Est-ce que, par exemple, il y a une part de la rémunération des dirigeants qui peut être liée à l'atteinte des objectifs ESG? Tout ce type de questions, on va le regarder dans le pilier gouvernance. Donc ça, c'est pour les sujets qu'on va regarder sous ces piliers-là. Donc vous voyez, il y a environ, enfin, il n'y a pas environ, il y a 38 sujets d'analyse. Maintenant, ce que je vais vous décrire, c'est un petit peu comment on fait pour analyser ça, puisque comment les analystes analysent la biodiversité. Ça veut dire quoi? Comment une entreprise se positionne sur la biodiversité. C'est là où on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc ces 38 critères, ces 38 sujets que je vous ai présentés avant, très important, d'abord, ils vont être sectorialisés. Parce qu'il est facile en fait de comprendre que lorsque on regarde une entreprise, mettons une banque ou une entreprise du BTP, elle n'a pas le même impact sur le sujet, par exemple, de la biodiversité. Une entreprise qui construit des chantiers, c'est pas le même effet qu'une banque. En revanche, par exemple, pour une banque, les produits qui sont en sortie, les produits financiers, ça va être assez important pour elle. On va bien regarder ce sujet-là et donc plus le pondérer. Donc, il y a une pondération qui va se faire des différents sujets avant d'attaquer l'analyse. Une fois qu'on a cette grille qui est pondérée en fonction des secteurs, on a nos analystes qui vont donc rentrer en jeu et analyser chaque sujet sous 3 angles. Le premier, leadership, c'est ce qu'on appelle la stratégie, la politique de l'entreprise sur un sujet. On prend l'énergie. Quelle est la politique de l'entreprise en matière d'énergie? Mais on va regarder, est-ce que c'est une politique générale ou est-ce qu'on a des objectifs chiffrés? Est-ce qu'ils sont en ligne aussi avec, par exemple, les accords de Paris? Qu'en est-il de la concurrence? Est-ce qu'on a des objectifs qui sont plutôt ambitieux ou pas? Le portage de la politique, très important. Est-ce que c'est une politique qui est développée dans un bureau à part? Ou est-ce que c'est un sujet qui est porté à l'attention du conseil d'administration, par exemple? Tout ça, ça va nous permettre de déjà avoir une note sur la stratégie, l'ambition de l'entreprise sur ce sujet-là. Ensuite vient la partie implementation, donc qui sont les moyens mis en œuvre pour l'entreprise pour répondre à ce sujet. Pour reprendre l'exemple de l'énergie, encore une fois, moderniser une usine, par exemple, mieux maîtriser sa consommation d'énergie. Il peut y avoir aussi des mesures comme favoriser le télétravail ou le covoiturage. Voilà. Toutes ces mesures-là, on va regarder par rapport à ce que fait le marché, par rapport à ce qui se fait dans le secteur, et évaluer les mesures qui sont mises en place. Important aussi, on parle souvent d'entreprises cotées, très grandes, multinationales. Donc c'est important de regarder aussi où ces mesures sont déployées. Vous pouvez avoir des mesures qui sont très bien, mais déployées qu'au siège. C'est important de voir si elles sont déployées sur l'ensemble des bureaux ou des entités de l'entreprise. Ça, on va le prendre en compte aussi. Enfin, un dernier pilier, résultat. Donc là, assez simple. Là, on va regarder la performance des indicateurs bruts du sujet. Pour l'énergie, par exemple, l'empreinte carbone ou la consommation électrique. Pour des sujets plutôt sociaux, la part de femmes dans les fonctions exécutives. Tout ce genre de sujets. Important, on ne regarde jamais un indicateur à un instant T.
c'est pas très intéressant de regarder une carbon footprint à un instant T. Ce qu'on va regarder, c'est une tendance. Tendance. Est-ce qu'on a une tendance à la baisse, à la hausse? Est-ce que c'est linéaire sur 5 ans, 3 ans? Ça, c'est ça qu'on va regarder pour se donner une opinion sur la direction que prend l'entreprise sur ces sujets-là. Comme vous voyez, il y a un petit message en dessous, ISJ alerte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que sur ce pilier résultat, en plus d'indicateurs quantitatifs, il y a une autre couche qualitative qui est très importante, j'y reviendrai un peu après pourquoi, qui est liée à la vision aussi qu'ont des parties prenantes, et notamment sur les aspects des controverses. Donc là, les controverses, ça peut avoir un impact positif ou négatif sur une entreprise. Donc ça, c'est pris en compte aussi dans la partie résultats. Voilà comment on structure les 3 blocs. Donc, on va noter chacun des blocs, ce qui va nous permettre d'avoir une note de 0 sur 100 sur chacun des 38 sujets qu'on a vus précédemment. Ensuite, on va avoir donc une simple somme pondérée de tous ces critères-là pour arriver à un score sur 100 global de l'entreprise. Ça, c'est les grandes lignes de la construction d'un score ESG. Je pourrais rentrer plus dans le détail si vous avez des questions ensuite sur comment on interagit avec les entreprises. Il faut savoir que nos analystes entrent en contact avec toutes les entreprises qu'on note. On n'est pas uniquement sur du data mining, on est sur une vraie échange avec les entreprises. Ça permet aussi à nos experts de se tenir au courant des tendances de marché sur des nouvelles technologies, des choses comme ça. Et également à l'entreprise de nous apporter peut-être des précisions sur un rapport annuel ou des choses qu'elle aurait pu faire dans les domaines évoqués. Donc il y a un vrai échange qui se fait avec les entreprises et qui nous permet d'obtenir une qualité d'analyse assez importante. Et les entreprises, elles jouent bien le jeu, elles ne sont pas réticentes à donner quelques informations, notamment pour la consommation de carbone, enfin, je sais pas, ou l'énergie, ou les salaires, ou je sais pas, ou surtout au niveau gouvernance ou social, elles sont pas réticentes? Oui. Alors, il y a déjà une bonne partie des informations qui sont obligatoires sur la régulation. Par exemple, sur les empreintes carbone, on est obligé, à partir d'une certaine taille d'entreprise, de divulguer les empreintes carbone. Pareil pour ce qui est les rapports sociaux. Je dirais que ça va être particulièrement vrai en France, pour les entreprises françaises où la régulation est importante, en Europe aussi. Après, si on passe sur des entreprises un peu plus peut-être du reste du monde ou nord-américaines, par exemple, effectivement, il peut y avoir des sensibilités particulières sur des sujets de reporting, vous l'avez dit, des sujets sociaux. Pas la même vision sur comment reporter des indicateurs sociaux, etc. Donc là, on peut noter des différences. En France et en Europe, on est assez transparent. Le taux d'information est assez bon. Et étant donné en plus que l'Europe est assez pionnier sur le sujet de ESG, on a des entreprises qui sont assez avancées et qui reportent pas mal sur ces sujets-là. D'accord. Donc, voilà pour le score ESG et comment on le construit. Avant de passer quand même la main à Fabrice qui vous expliquera comment on utilise cette donnée, je voulais vous dire 2 mots sur finalement à quoi ça sert aussi pour l'entreprise. On se mettra tous d'accord ici, je pense, pour dire que pour les employés, pour la planète et les parties prenantes, avoir une entreprise qui a une démarche de développement durable, c'est quand même mieux pour tout le monde. Ça, je pense. Surtout de nos jours. Surtout de nos jours. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les sujets ESG, c'est vraiment aussi un enjeu de management des risques pour l'entreprise. On peut parler de risques légaux. Comme on en dit, il y a beaucoup de sujets, c'est des obligations légales de reporting pour les entreprises. Donc, il faut qu'elles s'alignent sur ça. En Europe, ça pousse beaucoup sur la réglementation ESG. Les enjeux opérationnels, là, pareil, on peut avoir des problèmes de coûts. Donc, ça peut être des gains, mais ça peut être aussi des coûts importants. Quand aujourd'hui, vous alimentez vos usines en achetant beaucoup d'énergie fossile, les énergies fossiles aujourd'hui, pas forcément plus accessibles. Donc, il y a un risque opérationnel. Il y a un risque aussi humain. Et là, je ne veux pas seulement parler de risque d'atteinte à la personne physique,
dans un accident du travail, quoi que ce soit. Non, je veux parler aussi de capital humain. Ça, c'est un sujet qui est très important pour les entreprises, où on sait sur certains secteurs, les secteurs sont dynamiques, c'est un vrai enjeu de rétention de talent. Donc, la construction d'avoir des programmes de formation, une vision de carrière pour ses employés, c'est très important. La transparence sur les systèmes de rémunération, tous ces enjeux-là vont vraiment compter dans la rétention de talent, qui est un enjeu clé pour les entreprises d'aujourd'hui. Et enfin, le dernier risque qu'on pourrait voir, et qui est peut-être le plus important, le plus impactant matériellement, c'est l'enjeu réputationnel. Aujourd'hui, l'ESG et le développement durable, on le voit, c'est vraiment une préoccupation importante des consommateurs. Et donc, il y a des entreprises qui mettent en avant cela, et à raison, de se positionner comme des leaders sur le marché de l'ESG. Ça peut être vraiment une opportunité. Aujourd'hui, c'est des facteurs qui sont pris en compte par les consommateurs, de voir si l'entreprise auquel j'achète mes produits ou mes services est une entreprise plutôt éthique, plutôt responsable. Ça compte aujourd'hui, et donc ça permet à ces entreprises de se démarquer sur le marché. À l'inverse, il peut y avoir des risques importants. On pourrait aborder, par exemple, les controverses qu'il y a eu sur Volkswagen il y a quelques années, ou plus récemment sur Orpea. Des controverses liées à des sujets ESG qui ont eu un fort impact sur le cours des actions et donc un fort impact financier pour ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, l'ESG, pour les entreprises, c'est vraiment un enjeu de management des risques et opportunités liés à tous ces sujets-là. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir des produits d'investissement responsable, comme va vous présenter Fabrice, puisqu'il permet d'un côté de minimiser un petit peu les risques que j'ai évoqués, mais aussi de se positionner sur des entreprises qui vont avoir des performances plutôt durables dans le temps et en plus qui vont se démarcher par leur performance ESG sur le marché aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Très bien. Simplement pour revenir sur ces scores, donc du coup, après, vous classez toutes les entreprises par secteur, donc en différents scores. Je vois avancé, etc. C'est ça? Exactement. Alors, effectivement, j'ai sauté cette partie-là. Donc, toutes nos entreprises sont notées par secteur. Maintenant, vous pouvez comparer les entreprises entre elles, il n'y a aucun souci, sur des scores de 0 à 100. On considère une performance de 0 à 30 comme faible, limitée de 30 à 50, robuste de 50 à 60 et avancée de 60 à 100. Pour vous donner un peu de transparence sur notre système de notation, on a un système de notation qui est plutôt pas sévère, mais qui demande vraiment une performance aux entreprises. On va demander vraiment pas seulement de se complier à la régulation sur les sujets, mais d'aller de l'avant, d'être proactif, innovateur dans certains domaines. Donc, quand vous allez avoir des performances aux alentours de 50, 60, c'est des performances qui sont déjà très avancées. D'accord. Par exemple, dans le cadre d'Orpea, je suppose qu'aujourd'hui, ils sont weak, mais en fait, ils ne peuvent que s'améliorer. Donc, peut-être qu'un jour, ils seront. Et donc, du coup, ces entreprises, elles sont analysées tous les combien à peu près? Tout à fait. Donc, effectivement, une entreprise, ça peut tout à fait déjà s'améliorer. C'est tout à fait le but. Il y a une progression. Après, il peut y avoir l'inverse, une dégradation de score. Sûr. Il faut savoir que nos scores, ils sont revus annuellement. D'accord. Plus ce que vous voyez qui est les ISJ Alert, ça veut dire qu'on a une surveillance permanente de nos entreprises, notamment pour les cas de controverse. S'il y a un événement majeur qui arrive sur une de nos entreprises, nous allons alerter les utilisateurs de nos scores par une alerte et qui va indiquer s'il y a une dégradation ou une augmentation du score. Donc, elles sont monitorées au quotidien et sont revues annuellement sur tous les sujets. Alors, j'ai une petite question de Loïc. C'est vrai, parce qu'en fait, les sociétés, elles sont notées par plusieurs organismes pour leur ESG. Voilà, et donc, selon l'organisme le plus souple, le score sera mis en avant par la société. Donc, comment faire voilà, qui choisir? C'est quoi au niveau du sérieux? Comment ça se passe? Alors,
là, je pense que la question elle serait pas mal à être répondue finalement par Fabrice, avec qui nous travaillons beaucoup, qui nous a choisi par exemple pour être provider de données sur le 80. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est vraiment une question de qualité chez nous. Comme je l'ai dit, on ne fait pas de pure data mining. Bien sûr, on extrait des données euh, avec des systèmes, mais il y a une vraie revue d'analystes. Nos analystes sont des experts sectoriels. Donc, sur le secteur de l'énergie, vous avez des profils d'analystes ESG qui viennent de ces secteurs-là. Et donc, il y a une vraie analyse du secteur. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de produire la qualité une qualité maximale sur l'information qu'on va fournir au marché. Donc ça, c'est sur ça que Moody's ESG se distingue, je le crois, depuis des années. C'est la qualité des ratings qui sont produits. Voilà, Loïc, vous avez la réponse. Donc, du coup, ben Fabrice, pourquoi avoir choisi Moody's, du coup? Oui, bah, je peux rentrer. Alors bonjour à tous d'abord et merci de participer à ce webinaire. Donc je suis Fabrice, effectivement, je m'occupe avec mon équipe, nous nous occupons du développement de la franchise Indice chez Euronext. Alors ça veut dire quoi concrètement? Vous connaissez tous le CAC 40, le SBF 120, donc effectivement, cette équipe est en charge du calcul et de l'administration de ces indices. Mais pas que, je dirais. On connaît le CAC en France, mais son équivalent aux Pays-Bas, c'est la UX, donc ça, c'est partie de la franchise Euronext, le Belvin en Belgique, Mm. l'ISEC en Irlande, l'OBX en Norvège, le MIB ESG en Italie, le PSI, bon, bref, là, au Portugal, bref, on s'occupe de l'ensemble de ces indices nationaux qui aujourd'hui sont utilisés comme sous-jacent pour un ensemble de produits sans fin. Les Mm. ETF, les varants, les options, les futurs, etc. Et les produits Certificat, structurés, les certificats, voilà. les turbos. En l'espèce, la finance est très, très, très créative et c'est très bien parce que finalement, chaque produit vise finalement à utiliser ce sous-jacent dans un profil de performance adapté Mm. aux clients. Donc, on a besoin de toute cette typologie de produits. Et les options, d'ailleurs, comme vous l'expliquez juste avant, sont des outils assez puissants aussi pour un certain type d'investisseurs. Mais je parlais d'indices nationaux, mais pas que. On a aussi des indices européens et le SG 80 est justement a cette ambition effectivement aussi d'offrir un benchmark pour pouvoir investir, pour que l'investisseur ait un outil d'investissement visant à se caler sur la performance des marchés en Europe dans leur ensemble. Donc, comment il a été construit, cet ESG 80? Je dirais dans une approche collaborative. Et je n'oublie pas votre question, Christian. J'y répondrai juste après sur le choix, parce que c'est une très bonne question. Cet indice, il a été construit dans une approche collaborative avec l'ensemble de nos clients. Les émetteurs produits, comme donc ceux qui émettent des ETF, les utilisateurs de futurs, de varants, les brokers, les associations d'investisseurs particuliers, bref, un écosystème assez représentatif. Et de toutes ces discussions sont sortis quelques grands principes qui nous ont bien aidés dans la construction de la méthodologie que je vais couvrir juste après. Le premier grand principe ou la première grande réponse, ça a été de dire oui, il y a besoin aujourd'hui d'un indice ESG. Pourquoi parce que finalement, quand vous y réfléchissez, on est tous un peu plus ou moins des experts sur le sujet. Pour autant, il est très dur à un niveau, au niveau pour un particulier et pour moi-même, hein, quand je regarde, de savoir si finalement L'Oréal est plus vertueux en matière de ESG qu'un LVMH, lui-même plus vertueux qu'un Swiss Re, etc. Donc, c'est loin d'être évident, parce qu'on l'a vu là, Simon parlait de 38 critères. S'il fallait s'amuser à regarder à notre niveau chacune de ces valeurs, rentrer dans le détail des métriques, etc., je crois que c'est juste impossible. Et donc, finalement, l'indice, parce qu'il vise à être composé des valeurs les plus vertueuses sur le sujet et au sein de leur secteur, eh bien, est un exemple, est une vitrine de ce que justement on pourrait appeler aujourd'hui, encore une fois, un portefeuille composé des valeurs les plus vertueuses dans la matière. Et, et oui, alors pour revenir à cette très bonne question, quand on a construit cet indice sur ce premier principe, on s'est dit d'accord, il y a besoin d'un indice, donc maintenant il faut partir avec un fournisseur de données puissant qui est une couverture globale. Et pour nous, alors il y a plusieurs facteurs dans le choix du partenaire, mais pour nous, il y a deux points importants. C'est un, la capacité de cet acteur à bien dialoguer avec l'entreprise elle-même aussi.
parce que c'est s'appuyer que sur des rapports annuels, regarder des chiffres, etc. Mais ça ne peut pas remplacer aussi, ou ça doit être complémenté par une discussion, essayer de comprendre la stratégie, la challenger un peu offline, on va dire, mais voilà, avoir une discussion assez en profondeur. Et Vigeo Eiris, Moody's interagit beaucoup avec les entreprises, donc ça c'est pour nous un gage de qualité. Pourquoi? Bah parce que plus la note va refléter la réalité de la situation, plus on considère que la note va permettre d'anticiper des problèmes en matière de d'ESG. Vous avez parlé d'Orpea, mais parce que effectivement, et on est là en tant qu'investisseur, je crois, tous dans ce webinaire-là. Investir dans les entreprises ESG, je voudrais pas rentrer là dans des considérations de conviction personnelle, c'est bien pour la planète, etc. Mais c'est aussi maintenant, comme l'a bien expliqué Simon, euh, eh bien, un élément de risque, de rendement risque. On est là pour aussi investir, faire les bons choix. Et une entreprise finalement qui n'aurait pas implémenté dans ses processus de fabrication, je ne sais pas moi, le risque de pollution, qui se retrouve à polluer tout un lac, tout ça se matérialise par des amendes, par des problèmes. Et donc naturellement, on l'a vu avec l'exemple d'Orpea, par une baisse de cours significative. Donc encore une fois, le choix du partenaire, le dialogue, et finalement, si ce dialogue est fort, est bien inscrit, eh bien, il va permettre justement, grâce à ce score, eh bien, d'anticiper tous ces risques qui, au final, seraient détrimentaux pour la performance de l'indice. Ça, c'est le premier principe qui nous est revenu. Partez avec un acteur qui sait faire, qui a le savoir-faire, et créer un indice. Le deuxième élément, j'ai beaucoup parlé de risque et de rendement, mais je voudrais encore insister là-dessus, parce qu'on est là en tant qu'investisseur. L'idée, quand on a construit cet indice, les idées qui nous sont montées, c'est faites des choses simples. Faites des choses simples, compréhensibles et assumées. Simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, les grands indices qui sont un peu successful aujourd'hui dans le marché, c'est le CAC 40, l'Eurostock 50, le S&P. Et quand on regarde ces indices, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont une méthodologie qui est très, très, très simple, très directe. Et ça, c'est important parce que finalement, la complexité ne permet pas forcément la diffusion auprès des investisseurs. Il y a une non-compréhension, c'est pas vraiment dans quoi on investit. Et donc, ça devient. Donc, la simplicité a été un moteur dans la construction de cet indice. Ensuite, un indice compréhensible. Là, je voudrais aussi insister parce que effectivement, un score ESG, et je l'expliquerai juste après dans la méthodologie, mais ça mélange beaucoup de choses. On l'a vu, il y a 38 facteurs. Il y a 38 facteurs, il y a de la gouvernance, il y a du social, il y a du climat, il y a de la gestion des déchets, etc. Et l'histoire n'est pas forcément toujours intelligible. Et c'est quand même important quand on investit notre argent de savoir dans quoi on investit. Eh bien, là, je voudrais dire que un des grands points méthodologiques de cet indice, c'est de dire, bon, on va d'abord exclure, et j'y reviendrai juste après, mais les entreprises les moins vertueuses sur la partie sociale et gouvernance. Mais néanmoins, ensuite, on va aussi et surtout sélectionner les entreprises les plus vertueuses en matière de climat via le score de transition énergétique. Ce qui veut dire que l'ADN de l'indice, si vous investissez dans cet indice, vous investissez aussi et surtout dans les entreprises, encore une fois, qui contrôlent le mieux les risques climatiques. Et c'est important parce qu'à un moment, ça peut aussi être générateur de performance ou de contrôle des risques. Donc la simplicité, on nous a aussi remonté l'idée de, bon, il y a beaucoup d'indices qui se terminent par 50, donc composés de 50 valeurs. Non, aujourd'hui, ils prétendent répliquer la performance de l'eurozone avec seulement 50 valeurs. C'est plus possible. Et donc c'est pour ça que nous sommes partis sur 80 valeurs, ce qui d'ailleurs permet de rester assez corrélé, c'est important, avec l'univers mère qui est l'eurozone 300, donc lui-même composé de 300 valeurs. Et tout ça, encore une fois, dans une logique rendement-risque. C'est important de rester corrélé, de pas trop dévier, parce qu'on sait au final que c'est toujours assez difficile de battre un benchmark. Et donc, plus on est proche du benchmark, moins on prend de risques. Et puis enfin, on nous a donné un grand principe, et je m'arrêterai là, je vais ensuite rentrer très rapidement dans la méthodologie, mais un grand principe qui est, bon, surtout pas de greenwashing. Il n'y a rien de plus dommageable que de créer un indice qui ne serait pas dans une approche volontariste. Et donc, on a dans la méthodologie un socle d'exclusion. On exclut vraiment un nombre significatif de valeurs, on va le voir, qui nous permet à coup sûr d'avoir un portefeuille composé des valeurs, encore une fois, les plus vertueuses. Ça, c'est voilà, on n'a pas procédé par petites touches, non. On a essayé d'avoir une méthodologie simple, mais efficace en la matière. Donc, cette méthodologie, quelle est-elle? Eh bien,
Encore une fois, l'indice vise à être un benchmark pour la zone eurozone. Donc, on part des 300 plus grandes entreprises en termes de capitalisation boursière de la zone euro. Donc, l'univers mère, le gisement de sélection, c'est l'eurozone 300 valeurs. À ces 300 valeurs, on implique un premier filtre d'exclusion, c'est-à-dire qu'on enlève les entreprises, on va dire les moins vertueuses, pour utiliser un euphémisme, en matière sociale. Donc, on enlève les 20% ayant le score le plus faible en matière sociale. On exclut les entreprises, 20% des entreprises ayant le score le plus faible en matière de gouvernance. Deux gros socles d'exclusion assez assumés, encore une fois. Ensuite, on exclut l'ensemble, c'est un peu technique, mais je pense que l'idée est assez simple, l'ensemble des valeurs ne respectant pas le pacte mondial des Nations Unies, qui a défini des grandes lignes en matière de travail, de respect des droits sociaux, des droits humains, etc. Donc voilà, là aussi, c'était un must pour nous dans la construction. Et puis, on exclut aussi un ensemble de secteurs qui aujourd'hui, de la suite à ce travail collaboratif, eh bien, un ensemble de secteurs qui ne correspondent plus aux exigences de nos investisseurs, de nos clients, de l'écosystème, à savoir les entreprises du charbon, les tabac et armes controversées. Donc, on est là juste au niveau des exclusions. On partait de 300 valeurs, on a appliqué ces 4 filtres d'exclusion et on arrive à 200 valeurs, grosso modo. Ce qui veut dire que l'approche a été assez volontariste en la matière. On a vraiment exclu un nombre assez significatif de. Ensuite, sur les 200 valeurs, grosso modo, qui restent, eh bien, on les répartit par secteur. Parce qu'encore une fois, on ne travaille pas le sujet sur le secteur bancaire comme on le travaillerait sur le sujet de dans l'automobile, c'est normal. Et au sein de chacun de ces secteurs, eh bien, ensuite, on va prendre les meilleurs, les plus vertueux, en fonction de ce score ESG fourni par Moody's, de manière, et ça pour chaque secteur, de manière à arriver à 80 valeurs et aussi et surtout à avoir un indice équilibré d'un point de vue sectoriel et encore une fois en ligne avec la nomenclature sectorielle de son indice mère pour ne surtout pas trop dévier, pour assurer, pour garder toujours à l'esprit cette notion de rendement risque. Voilà, donc on se retrouve avec 80 valeurs et ensuite, eh bien, cet indice, il est pondéré, il est ce qu'on appelle pondéré, le poids respectif des valeurs dans le portefeuille, eh bien, et correspond à la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise est grosse, plus elle a un poids important dans l'indice. Et enfin, eh bien, sa composition est revue une fois par trimestre. Voilà. Une fois par trimestre, on refait le travail, on refait tout le travail qu'on vient de présenter ici, et on finit avec cet indice. Donc voilà, voilà pour. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Donc cet indice, c'est celui qui est utilisé, comme sous-jacent pour les options dont nous avons parlé juste avant. D'accord. Il y avait une petite question, mais je pense que c'est plutôt pour Simon de Loïc. Donc toujours entre Hydrogène de France, Total. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas peut-être toutes les entreprises, mais voilà, laquelle est la plus vertueuse, sachant que Total investit beaucoup dans les entreprises et dans l'écologie. Comment c'est apprécié un petit peu dans la notation? Alors, je pense que c'est plus lié à des questions sectorielles. En fait, il faut Ouais. savoir que l'analyse ESG, il n'y a pas de préjugés ou de biais liés au secteur d'activité de l'entreprise. Par exemple, Total peut très bien avoir une performance ESG avancée parce que, bon, tout d'abord, sur les sujets sociaux et de gouvernance, elle a les structures, les moyens, les politiques en place ambitieuses. Mais même sur le côté environnement, une entreprise du secteur énergie, comme Total, peut avoir eh bien, de l'ambition dans sa stratégie de transformation d'énergie vers des énergies un peu plus vertes que fossiles. Donc ça, c'est évidemment pris en compte. Maintenant, on peut avoir des choix d'investissement, et il y en a aujourd'hui, qui choisissent d'exclure certains secteurs. Mais ça, c'est en dehors. Vous pouvez avoir un score ESG performant sur des entreprises du secteur énergie, mais par contre, un investisseur ou Euronext, quand il construit un produit, peuvent faire le choix pour le marché de proposer un produit qui exclut, par exemple, les producteurs de tabac ou les entreprises exploitant du coal, par exemple, du charbon. Ça, c'est des choix
sectorielle, finalement, d'investissement responsable. Mais l'analyse ESG, on peut très bien avoir une performance avancée sur des secteurs tels que l'énergie, l'agroalimentaire, la banque. D'accord. Alors là, j'ai une petite question pour Romain. Dans l'exemple de la maison de tout à l'heure, Hippolyte aimerait bien savoir, quand tu versais les 10 euros, quand l'acheteur du col, mettons, versait les 10 euros, c'est qui la contrepartie? À qui il les verse? Alors, il les verse au vendeur. C'est intéressant effectivement de se poser la question parce que vous avez en face de vous une contrepartie. Alors, soit c'est un investisseur particulier ou un professionnel, soit c'est un animateur de marché, ce qu'on appelle un market maker, qui va en face de vous assurer la contrepartie de la transaction. L'intérêt, c'est quoi? Et le suivant, c'est que vous allez le voir. Mais si tu veux que je montre à l'écran Oui, les options, peut-être ça peut être intéressant. vas-y, on On va entend. voir que Oui, je vais te donner la main pour que tu sur puisses partir. l'option, Hop, voilà. Romain, vous avez la main. alors voilà, et je vais vous montrer alors, euh, celui-là. Bon, une seconde. Voilà. Là, vous devez avoir à l'écran, vous me confirmez que vous voyez bien Ça y est. les options. Faut mettre juste un peu plus gros si un petit peu. Voilà. Je peux zoomer un peu, vous voulez? Oui, zoomer plus. Comme ça, on verra un petit peu mieux. Voilà, Ah, c'est mieux. c'est bien pour vous. Voilà. Donc, Ouais. on est bien sur l'indice Euronext Eurozone ESG Large 80. Mhm. Et vous avez différents. L'indice cote à l'instant 1786,56, il est en baisse de 0,12%. On le voit en temps réel. Vous avez ensuite tous les prix des options qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, nous, on avait fixé à 1000 le prix pour notre maison. Mais ce qui est intéressant avec les options, c'est qu'on peut déterminer des prix différents, des prix d'exercice différents pour faire l'opération. Alors, vous voyez qu'ici, les prix d'exercice évoluent en fonction de l'opération qu'on veut faire, de 400 à 3002. Pardon, je bouge un peu vite. Et que vous avez parmi ces options différents prix d'exercice qui sont ici. Alors, les plus animés, ceux sur lesquels on va trouver des prix, sont ici. Tout le monde n'a pas envie de traiter. Alors, à gauche, vous avez les calls, les options d'achat. Mhm. À droite, vous avez les puts, les options de vente. Tout le monde n'a pas nécessairement envie de traiter du call 1825 sur l'échéance du mois de juin. Les différentes échéances disponibles ici, juin, juillet et août. Et il faut que vous ayez en face de vous une contrepartie. C'est pour ça qu'il y a des animateurs de marché, des market makers qui sont là pour fournir des prix et fournir de la liquidité. Donc, pour répondre concrètement à la question, si je veux acheter du call 1800 d'échéance juin, eh bien, je vais avoir en face de moi 50 contrats disponibles tout de suite à 18 euros qui vont être offerts par un animateur de marché, un market maker. Après, rien ne m'empêche, moi, de me placer à 1900 au prix qui m'intéresse pour essayer de faire, de faire ma position face à un investisseur classique, un investisseur traditionnel, autre, ou un market maker qui va venir équilibrer la position en face de moi. Il faut comprendre que dans ce schéma d'animation de marché, quand l'animateur va traiter les options, il va lui, en contrepartie, prendre une position sur les actions correspondantes. Donc, ça va équilibrer sa position à lui, et lui, il n'a pas de sens. Il ne va pas travailler contre celui qui a pris la position. Lui, il va juste équilibrer et fournir la liquidité. Donc, son métier, sa rétribution, elle vient des écarts qu'il prend entre le prix auquel il fait l'opération et le prix auquel il va traiter les actions. Ça, c'est sa rémunération schématiquement, mais il ne va pas avoir pris une position en sens inverse. C'est ça qui fait qu'il y a un jeu qui est neutre en termes de prise de position. Si vous pensez que ça va monter, vous pouvez acheter un call. Si vous pensez qu'il va stagner, vous pouvez vendre un call, etc. Donc, d'intervenir dessus, vous avez en face de vous une contrepartie, soit un investisseur particulier, soit un market maker, un animateur de marché. Alors, Romain, juste pour être précis et pratique, imaginons qu'un investisseur achète un call à 1800 à 18 euros. Que va-t-il payer? Alors, il va payer le montant de la prime, 18 euros. Après, j'ai un doute sur les caractéristiques, mais peut-être que si Simon ou Fabrice vont pouvoir répondre à ce sujet-là. C'est la quotité, le nombre de contrats qu'on négocie. En fait, quand on achète un contrat,
La quotité, elle est généralement de 10. J'espère que Je vous crois me qu'elle le est de 10. confirmez. Je crois que c'est européen. C'est européen, c'est 10. C'est-à-dire que quand j'achète un contrat à 18, je vais payer en réalité 180 et je vais être engagé donc sur un montant de 180 € pour une position qui vaut 1008 en l'occurrence, plus des frais de courtage qui sont de 2,05%, minimum 10 € et des frais de marché qui sont symboliques, qui sont de quelques centimes selon les options. Mais donc, il faut compter 2% pour commencer sur les options. C'est un marché qui est relativement cher. Maintenant, avec l'utilisation de l'effet de levier, le pourcentage et le décalage en variation font que les frais sont assez vite gommés. D'accord. Et la personne qui aurait vendu un call, lui, il encaisse la prime. Exactement. Lui, il va encaisser ses 180. Donc, si l'indice stagne ou reste sous 1800, en l'occurrence, il est sous 1800, à 1785 à l'instant, eh bien, lui, il va pouvoir encaisser cette prime et encaisser ses 180 € qu'il aura perçus en contrepartie de son engagement de livrer l'indice à plus de 1800, si l'indice monte à plus de 1800 au troisième vendredi du mois de juin. C'était pour répondre à Hippolyte. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Que ce soit sur les critères ESG, que ce soit sur la façon dont est fait l'indice, que ce soit sur le principe de base, on va dire, des options. Avez-vous d'autres questions? Alors, je vous montre aussi éventuellement les composants de l'indice que vous avez à l'écran, ici. Alors, j'ai peut-être trop zoomé. Voilà. Vous Donc, pouvez ça, ce retrouver sont les donc, 80 valeurs retenues pour l'indice ESG. vous pouvez les retrouver donc sur le site. Le code à utiliser, c'est ENESG que vous voyez ici. Je vais le marquer dans le chat, ENESG. Voilà, comme ça tout le monde l'a reçu. Et vous retrouvez l'ensemble des valeurs que vous pouvez classer différemment. Vous pouvez les classer par performance dans la journée. On a ce qu'on appelle le market meter, avec en vert leur pourcentage de progression actuel, en gris l'extrême de la journée, et Mhm. puis en rouge le pourcentage de baisse actuel, et en gris l'extrême de la journée. Mhm. Donc ça permet d'avoir un coup d'œil rapide sur les valeurs individuellement. Ça, c'est un outil qui est pratique. Sinon, bien entendu, vous retrouvez l'indice sous forme graphique avec son évolution. Alors, pour les personnes qui sont clientes Bourse Direct, vous pouvez avoir aussi des renseignements sur les options. D'ailleurs, tu peux suivre, le faire en même temps que moi, si tu veux, Romain, dans Outils et services. Voilà, là, vous avez ce qu'on appelle le guide de formation à droite. Guide de formation, voilà. Là, vous avez il est marqué guide pour débuter en bourse. Voilà, et en descendant, il y a marqué tout en bas, connaître les produits. Et il y a initiation aux options. Voilà, les options en bref. Vous pouvez cliquer là-dessus. Il y a déjà tout un tas de lectures à faire sur les options. Voilà, pour comprendre un petit peu le mécanisme. Romain moi, juste décrit un tout petit peu, et moi-même, les principes de base d'achat de call, vente de call, achat de put, vente de put. Il y a davantage de lecture et d'informations. Il y a un peu plus sur le site. Donc n'hésitez pas. Romain aussi a fait une vidéo sur l'initiation sur YouTube. Moi, je fais personnellement des coachings sur les options. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter et à contacter notamment Romain, donc, qui est chargé des marchés dérivés chez Bourse Direct. Est-ce que vous Ouais. avez d'autres questions ou pas? Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il vous reste encore une minute ou deux. Est-ce que tu peux juste rappeler, Romain, pour ouvrir un compte option chez Bourse Direct, quelles sont les différentes caractéristiques ou les contraintes? Oui, bien sûr. Donc, pour ouvrir un compte sur les options, il faut remplir un avenant que vous retrouvez. Alors, c'est dans l'outil Tradebox Futur. Vous remplissez un avenant. euh, alors, pardon, moi, j'arrive directement sur un compte de test. Vous allez sur le site Tradebox.
Tradebox Futur. Et là, vous avez les avenants dans la rubrique tarifs, les avenants pour les futurs, mais surtout les options. Et vous remplissez cet avenant-là que vous nous envoyez scanné et signé. On fait un petit entretien téléphonique avec vous pour nous assurer que vous connaissez les caractéristiques techniques de ces produits, des options. Donc l'échéance, le 3e vendredi du mois, le prix d'un point, donc en l'occurrence 10 € par point, et la mécanique des options. Si j'achète un call, je réserve le droit d'acheter. Si j'achète un put, je réserve le droit de vendre, etc. Et donc de connaître la mécanique pour pouvoir travailler en toute sécurité sur les éléments techniques de ces produits. Évidemment, on ne vous demande pas d'éléments stratégiques, mais de nous assurer que vous connaissez les éléments techniques. Et une fois que c'est fait, on valide votre accès et la loi nous impose de vous laisser un délai de 7 jours ouvrés de réflexion avant de pouvoir travailler sur ce produit et de pouvoir intervenir donc sur les options directement. Ensuite, vous avez toujours une équipe qui est disponible de 8h à 22h pour les options et le futur pour pouvoir répondre à vos questions techniques, pour pouvoir comprendre les fonctionnements, les mécanismes des différentes options et où les trouver sur nos sites notamment, sur le site de Bourse Direct par exemple, et de répondre à vos questions. Donc vous retrouvez tout sur le site de Bourse Direct dans la rubrique les options. Vous avez toutes les options. Parmi les options de type européen, il en existe 2, le CAC 40 et puis l'option Euronext, Eurozone ESG large, avec tous les prix qui sont disponibles ici et les différentes échéances pour pouvoir traiter ensuite sur ces options. Alors, juste pour répondre à Émile, les options, c'est sur un compte titre ordinaire, hein, bien évidemment, pas de PEA. Et ça n'a rien à voir. Le PEA, c'est simplement un compte avec une enveloppe fiscale. Je vous invite à écouter le webinaire de la semaine prochaine sur les premiers pas en bourse que je ferai. Ça n'a rien à voir, hein. Les options, c'est un produit. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas un compte. C'est un avenant au compte titre ordinaire qui permet d'acheter et vendre des options. Donc, pour débutants, on va dire que c'est un peu dangereux, Émile. Au départ, il vaut mieux d'abord se former et ensuite, vous pourrez passer éventuellement aux options. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, Giuseppe, il y aura le replay du live. Donc voilà, donc je vais l'envoyer au service marketing qui remettra ça en ligne peut-être dans la journée, on verra ça, mais il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, apparemment c'est... Émile, il dit non, ok. Ok, donc apparemment, il n'y a plus de questions. Ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour écouter et vous former à ce nouvel indice et puis à peut-être ces nouveaux produits pour certains. Qui sont les options, c'est un monde, c'est vrai, un petit peu technique, mais tellement intéressant. On peut faire tout un tas de stratégies. C'est vrai, voilà. Et donc là, c'était donc le SG80. Merci Simon d'avoir expliqué un petit peu tous ces critères où les gens, c'est vrai, confondent un petit peu. On se mélange un petit peu les pinceaux dans ces normes ESG. Donc, merci de nous avoir éclairés. Merci Fabrice. Voilà, merci Fabrice d'avoir expliqué un petit peu comment est créé l'indice, pourquoi il a été créé. Et puis voilà. Et puis merci Romain de nous avoir montré un petit peu comment chez Bourse Direct on peut investir sur l'indice ESG 80, donc via les options. Voilà, merci à tout le monde. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée, puis peut-être à bientôt pour un nouvel indice. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.